discuté dans le chapitre précédent de la dynamique de la lithosphère d'une façon générale, et nous avons pu voir qu'il existait des cas différents selon les frontières de plaques. Nous allons nous intéresser dans ce nouveau chapitre à un cas donc plus particulier, qui est celui de la dynamique des zones de divergence. Et nous allons résoudre les problématiques suivantes. Comment la lithosphère océanique se forme-t-elle et comment évolue-t-elle en s'éloignant de la dorsale? Alors nous allons commencer avec deux dynamiques de la production de la croûte océanique. Ça correspond à l'activité 1 que j'ai donnée à faire. Vous avez eu la correction de cette activité. Il s'agissait de réaliser un tableau de comparaison du fonctionnement et de l'organisation des deux types de dorsales. Dorsale rapide, comme on le voit ici, avec l'exemple, on est dans le Pacifique, donc on traite de l'exemple de la dorsale Est-Pacifique, avec une vitesse d'expansion de 120 mm par an, et vous l'avez comparé à la dorsale médio-atlantique, qui a une vitesse, elle, de 25 mm par an. Alors, vous aviez différents documents pour traiter cette comparaison. L'un des premiers documents était l'utilisation du logiciel Tectoglobe, où vous deviez afficher le flux géothermique au niveau des deux types de dorsales. Je rappelle que le flux géothermique consiste en la chaleur dissipée par unité de surface et qu'il s'exprime en milliwatts par mètre carré. Donc, nous avons ici le flux géothermique de la dorsale médio-atlantique. On constate bien sûr au niveau de la dorsale un flux géothermique élevé, mais sur une zone assez restreinte. Alors que si on regarde la dorsale Est-Pacifique, on constate un flux géothermique extrêmement important et sur une zone beaucoup plus vaste. Donc, cela constitue la première différence entre les deux types de dorsales, une chaleur plus importante au niveau de la dorsale rapide. Vous avez ensuite affiché des données de tomographie sismique qui sont traitées ici avec la tomographie sismique extraite dessous la dorsale lente. Je rappelle que vous connaissez cette technique de tomographie sismique qui reprend les anomalies de vitesse des ondes sismiques, ce que l'on voit ici par rapport à une norme, et lorsque la vitesse des ondes sismiques est ralentie, vous savez qu'elle traverse un matériel chaud, alors que lorsque la vitesse des ondes, comme ici, est accélérée par rapport à la norme, eh bien elle traverse un matériel froid. Et donc en comparant les dorsales lentes et les dorsales rapides, là aussi on constate une zone de chaleur beaucoup plus vaste sous les dorsales rapides que sous les dorsales lentes où la zone de chaleur est plus restreinte. En ce qui concerne le relief, et bien là aussi on constate une grande différence entre ces deux types de dorsales, puisque la dorsale rapide présente un bombement au niveau de l'axe de la dorsale. Ce bombement présente une largeur entre 5 à 15 km. Le bombement est bordé par des failles qu'on appelle des failles normales. Et si on compare à la dorsale lente, eh bien on constate que cette dernière, elle, présente un relief en creux, ce relief qui présente donc une vallée assez profonde, d'une largeur de 10 à 20 km, cette vallée qu'on appelle le rift. Là aussi, on retrouve des failles normales, de même type, puisque ces failles normales sont caractéristiques des zones de divergence.
Si on s'intéresse maintenant à la morphologie interne de la dorsale, on s'aperçoit que au niveau de la dorsale rapide, eh bien, on peut mettre en évidence une chambre magmatique bien définie qui trouve sa limite au niveau du moho, alors que au niveau de la dorsale lente, la chambre magmatique n'est pas toujours bien définie et elle n'est pas située à la même profondeur que celle de la dorsale rapide. Enfin, vous vous êtes intéressé donc aux roches que l'on trouvait au niveau de ces deux types de dorsales. Alors, on retrouve ici la succession verticale des roches au niveau de la dorsale pacifique, donc qui est la dorsale rapide. En violet, vous avez tout ce qui représente la croûte océanique, qui est constituée de basalte en coussin, qui surmontent des basaltes en filon et qui surmontent eux-mêmes des gabbros. Donc tout ça, ça constitue l'épaisseur de la croûte océanique qui fait 6 km d'épaisseur. Et en dessous, donc on a le manteau, hein, je vous rappelle la limite entre la croûte et le manteau ici, donc qui est la discontinuité du moho, et manteau qui est caractérisé par une roche que l'on appelle la péridotite. Les dorsales lentes ne présentent pas du tout la même organisation puisqu'on ne voit quasiment pas de croûte océanique, hein. Elle est seulement présente ici dans ce qu'on va appeler des lentilles de gabbro qui se forment à cause des contraintes en extension. Mais sinon, on observe uniquement de la péridotite, hein, qui sont des roches du manteau. Donc on a ici en fait le manteau qui est à nu au niveau du fond des océans, avec deux types de péridotite, une péridotite serpentinisée, on va voir après, juste après à quoi ça correspond, et ensuite les péridotites classiques. Alors juste, quelle est la différence entre la péridotite serpentinisée et la péridotite classique? Alors si on regarde du côté des minéraux, on a d'abord ici l'olivine, qui est le minéral principal, même si c'est pas le seul, de la péridotite. L'olivine, c'est un silicate, c'est un minéral constitué d'un réseau d'atomes de silice et d'oxygène, auquel s'associe du magnésium et du fer. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un minéral ferromagnésien. Si on compare l'olivine avec ici la serpentine, eh bien on s'aperçoit que l'on trouve ici des hydrogènes associés avec des oxygènes, donc qui forment des groupements OH, et ces groupements OH sont la preuve d'une hydratation en fait des minéraux, puisqu'en effet dans le contexte des dorsales lentes, eh bien les péridotites, on a vu, étaient à la surface de l'océan et avec les failles normales dont on a parlé précédemment, eh bien l'eau de mer peut pénétrer dans la croûte, atteindre les péridotites, et elle réagit donc avec l'olivine ou avec les pyroxènes et s'organise une réaction d'hydratation en fait des minéraux. Donc c'est ce qu'on appelle la serpentinisation. Et donc on a au niveau des dorsales lentes des minéraux hydratés, alors qu'ils ne sont pas présents, ces minéraux hydratés ne sont pas présents dans les dorsales rapides. Donc on a fait le tour un petit peu de toutes les caractéristiques des dorsales lentes et des dorsales rapides. Je vous présente le bilan du cours de cette partie que je vais vous laisser noter dans votre classeur. Je vous remercie et à bientôt pour la suite.